Alors que plusieurs sondages ont placé le Rassemblement national en tête devant La République en marche, la tête de liste du parti présidentiel ne semble pas en mesure d'endiguer l'hémorragie. Édouard Philippe a décidé de voler à son secours. À quelques semaines des élections européennes, les agriculteurs français s'inquiètent toujours des possibles conséquences d'un futur Parlement européen. PAC, zone défavorisée, agriculture biologique, de nombreuses questions restent sans réponse. Chamboulé sur le terrain social depuis plus de 6 mois, Emmanuel Macron n'a plus grande marge de manœuvre. Sans surprise, les questions sociétales arrivent en grande pompe avec en priorité la moins clivante, l'écologie. Madame, Monsieur, bonsoir. Édouard Philippe au secours de la tête de liste de La République en marche. Alors que Nathalie Loiseau est à la peine dans les sondages, le Premier ministre vient à la rescousse de la campagne pour les européennes. Décryptage avec Olivier Frère-Jacques. Rien n'empêche Loiseau d'aller plus haut. Rien n'est moins sûr. À 20 jours des élections européennes, la candidate de la majorité présidentielle n'en finit plus de chuter dans les enquêtes d'opinion. Et pour venir au secours de cette tête de liste en perdition, rien de tel qu'un meeting avec le soutien affiché du Premier ministre Édouard Philippe, rare personnage gouvernemental à avoir préservé un peu de crédibilité. Lundi soir, c'est à Caen, dans le Calvados, que ce dernier est venu donner un coup de pouce à Nathalie Loiseau. Au programme du discours, dégonfler les polémiques qui entourent le soldat Loiseau. C'est le moment où on fait l'objet d'attaques. Dans ces moments-là, il faut rester calme et, comme disait mon adjudant, rester calme et boire frais. Rester calme et boire frais, un conseil que ne rejetterait pas le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Nathalie Loiseau, elle, finalement assez peu à l'aise, a pris la parole et a tenté de jouer le jeu de la rupture. Rupture avec le monde d'avant. Peut-être que nous ne ressemblons pas à ceux qui étaient là depuis très longtemps. Chez nous, c'est vrai, pas de recasage, pas de recyclage, pas de casserole et pas de combine. Pas de recasage, comme en atteste la nomination de la femme du patron LREM à l'Assemblée nationale à la tête de la communication de la Française des Jeux. Pas de casserole non plus. Un peu audacieux, venant d'une candidate faisant de la lutte contre le nationalisme le fer de lance de sa campagne, alors même que cette dernière fréquentait allègrement les milieux radicaux dans ses jeunes années, jusqu'à prêter son nom sur une liste proche du groupe Union Défense. Pas à une contradiction près, Nathalie Loiseau, choisie pour mener En Marche aux européennes, a accompagné doucement mais sûrement le parti dans sa chute dans les enquêtes d'opinion. Alors que la majorité présidentielle était créditée de 27 points il y a un an, elle se retrouve aujourd'hui au coude à coude avec le Rassemblement national avoisinant les 20% dans les sondages. Nommé en mars, le haut fonctionnaire Loiseau, ancien ministre aux Affaires européennes, n'a pas su empêcher cette chute. Pire, sa personnalité semble même intensifier le déclin d'En Marche. Et si le Premier ministre a apporté son soutien à la tête de liste, même le meeting de Caen n'aura pas été de tout repos. En témoignent les gilets jaunes et autres contestataires venus montrer leur opposition. Devant le lieu du meeting, difficile de ne pas déceler une certaine animosité populaire à l'égard de l'exécutif et par extension à l'endroit de sa tête de liste aux européennes. Et pour cause, en moins de 2 mois, Nathalie Loiseau, née du Coulombier, a non seulement subi les retombées négatives liées à la crise des Gilets jaunes, mais a aussi su sombrer toute seule. La faute à un passé pas assumé et surtout à un profil pas franchement fait pour partir au combat dans une élection où presque tous les coups sont permis. Son obsession de ce qu'elle nomme la lutte contre l'extrême droite ne passe pas vraiment, un discours éculé comme anachronique. Aux fonctionnaire de 54 ans, elle a tenté d'allumer un contre-feu en lançant un pacte Simone Veil avec le ministre Schiappa, une déclaration d'intention reprenant les thèses d'un certain féminisme fait de droit au travail et d'accès à l'avortement. Pas à une contradiction près, cette mère de famille, 4 enfants, se dit catholique pratiquante et n'est pas toujours très raccord avec les prises de position de la majorité, ou en tout cas ne l'a pas toujours été. Ainsi, alors que le président de la République a soumis l'idée de supprimer l'ENA, il est bon de rappeler que cette dernière, ancienne directrice de cette école, déclarait il y a à peine 2 ans que supprimer l'ENA est un argument d'homme politique sans idée. Difficile de comprendre pourquoi La République En Marche a choisi cette personne pour mener sa liste aux européennes. Pas franchement une bête de campagne, elle dispose cependant d'une certaine expérience électorale, auprès du GUD tout d'abord, mais aussi auprès d'une obscure formation politique en lice pour les européennes de 1989, Initiative pour une démocratie européenne, liste avec laquelle elle obtint un joli score de 0,17% des suffrages, soit un peu moins de 32 000 voix.
Jamais élue, pas à l'aise en public, dotée d'un sens stratégique proche de zéro et traînant des casseroles, Nathalie Loiseau pourrait réussir l'exploit de faire perdre des élections longtemps promises à la majorité présidentielle, voire pire, faire descendre En Marche en dessous des 20 points. Les agriculteurs suspendus aux élections européennes, alors que beaucoup vivent en partie grâce aux aides de l'UE, notamment la PAC, les producteurs s'inquiètent des futures réformes. Des aides à la baisse et une concurrence à la hausse. Voilà peu ou prou les perspectives auxquelles s'attend une bonne partie des agriculteurs français. Alors que les géants chinois, américains et brésiliens laissent craindre un afflux de plus en plus de produits sur le sol européen, l'UE avait initialement la mission d'aider les producteurs de la communauté face à la concurrence du mondialisme. La PAC, la politique agricole commune, étant le principal poste de dépense de l'Union européenne, nombreux sont les technocrates à vouloir y mettre un coup de rabot. Une réduction de 15% du budget sur 2021-2027 a d'ailleurs déjà été annoncée. De même, des lenteurs administratives engendrent également de nombreuses situations difficiles. Autre inquiétude, la distribution des aides en fonction des pays. Une disparité au sein de l'UE qui pourrait conduire à une concurrence intracommunautaire. Les plus gros exploitants, les céréaliers, sont d'ailleurs vent debout contre ces perspectives, alors même que les petits producteurs de fruits et légumes y voient une possible chance d'être encouragés. Face au matraquage médiatique sur l'écologie, beaucoup s'attendent aussi à voir l'agriculture biologique largement favorisée. Une crainte qui permet aussi aux politiques de détourner la colère des agriculteurs conventionnels, puisque les producteurs bio souffrent aussi des inconséquences de la bureaucratie. En effet, certains exploitants convertis en bio n'ont pas touché les aides européennes depuis plusieurs années, le tout alors même que l'aide au maintien de l'agriculture biologique a été supprimée. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, dénonce une volonté politique visant à privilégier les géants de l'industrie agroalimentaire. On a face à nous un gouvernement qui est plus pressé de trouver des débouchés pour l'agro-industrie, de continuer à précariser le monde paysan pour produire ce qu'ils appellent du minerai, c'est-à-dire de la matière brute, que l'agro-industrie va transformer en faisant moult bénéfices et de nombreux profits, plutôt que d'orienter les gens vers de la réflexion sur leur système, de l'autonomie et une agriculture biologique, plus respectueuse de l'environnement. Entre les retards de paiement pour les agriculteurs biologiques et le lobbying acharné des géants des pesticides, la France trône toujours en tête des utilisateurs de produits phytosanitaires en Europe. Toutefois, avec une surface agricole approchant les 30 millions d'hectares de terre, elle est 9e en termes de quantité à l'hectare. La simplification des règles voulues par Bruxelles a également entraîné la refonte de la carte des zones agricoles défavorisées. Avec la perte de ce qualificatif, certains agriculteurs accusent un lourd manque à gagner, notamment dans certaines régions comme les Hauts-de-Sèvres. C'est typiquement là, les sols qui ne sont pas cultivables. Hein. Il y a très peu de terre, il y a 10 cm de terre. Puis on voit les rochers à fleur de terre. Hein. Donc il n'y a vraiment que les vaches pour valoriser ces endroits-là. On ne comprend pas comment ce redécoupage a été fait. Quoi. Donc c'est injuste pour nous. Quoi. Pour ces agriculteurs, la perte devrait s'élever à quelques 16 000 € par an, un manque à gagner qui n'était pas prévu au programme alors même que 300 000 € d'investissement financier venaient d'être faits sur l'exploitation. Ça représente le revenu le revenu d'une personne. Quoi. Non, on s'y attendait vraiment pas du tout. C'est un petit peu dur à avaler. Quoi, donc, Une situation encore plus difficile qui se profile donc pour les agriculteurs, pour qui les aides sont devenues incontournables dans la survie des exploitations. Nous, les aides, on a toujours l'impression d'être un peu perfusés. Quoi. Donc ce qu'on préférerait, c'est vivre de notre production. Donc là, par exemple, avec la loi sur l'alimentation, on attendait justement ce rééquilibrage, notamment dans les marges et tout, donc pour qu'on puisse nous payer nos produits plus chers. Quoi. Vivre de son travail, un objectif légitime des agriculteurs qui devient de plus en plus difficile à atteindre, à croire que l'Union européenne a quitté son objectif de coopération pour devenir la première porte vers la mondialisation. Carte verte pour Emmanuel Macron. Après la publication d'un rapport d'experts de l'ONU sur la biodiversité, le président de la République a annoncé une série d'actions sur le gaspillage, la production de déchets ou encore le plastique. Une déclaration de façade alors que le chef de l'État est chahuté de toutes parts. Thibaut Bastide. L'écologie pour sauver les apparences, alors que le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité a rendu public lundi un rapport alarmant sur la disparition des espèces. Emmanuel Macron, qui a également reçu plusieurs experts de l'Organisation des Nations Unies, a pris la parole quelques heures plus tard pour dresser le constat et faire une série d'annonces.
C'est la première prise de conscience à ce niveau de notre situation en matière de biodiversité. C'est un moment aussi important que le premier rapport du GIEC en 1990 sur le climat. Et c'est la première fois qu'au meilleur niveau scientifique sont établis des faits qui sont cruels pour nous tous et qui appellent à l'action. La surexploitation de la planète y est clairement décrite. Les signes de dégradation considérable de 75% de l'environnement terrestre, 40% de l'environnement marin et la disparition de plusieurs centaines d'espèces et la menace d'une part importante des espèces encore vivantes sur notre Terre. Un air grave, un ton alarmant et des actions plus ou moins concrètes. Parmi ces actions, le président a évoqué la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi la production de déchets plastiques. À ce propos, Emmanuel Macron a rappelé sa volonté de passer à 100% la part de plastique recyclé en France d'ici 2025 et de réduire de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires. Autre annonce, l'extension des aires maritimes et terrestres protégées. Ces aires protégées qui représentent aujourd'hui 21% des terres et 22% des eaux françaises pourraient être portée à 30% d'ici 2022, soit la fin du quinquennat Macron. Des annonces fortes et concrètes, il faut dire qu'Emmanuel Macron a un statut à défendre, celui de champion de la Terre, à qui après sa petite phrase choc « Make our planet great again », en référence au slogan du président américain Donald Trump « Make America great again ». Si le chef de l'État se veut en porte-étendard de la préservation de la biodiversité, cette prise de parole apparaît surtout comme l'arbre qui cache la misère gouvernementale. En se prononçant fermement pour préserver la biodiversité et l'écologie, Emmanuel Macron ne prend aucun risque alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a urgence. Tout le monde n'aura pas non plus oublié l'échec du président à conserver Nicolas Hulot parmi ses équipes. Le monsieur Ushuaïa ayant semble-t-il rapidement compris que la question écologique n'était qu'un gadget électoral pour le président. Ces déclarations présidentielles visent ainsi à redorer une image largement écornée. En effet, donner au coude à coude avec le Rassemblement national, voire dépassé dans les sondages pour les élections européennes, la majorité présidentielle pourrait espérer profiter de l'offrande verte d'Emmanuel Macron pour grappiller la sympathie de quelques électeurs du côté d'Europe Écologie Les Verts. Le tout à moins de 3 semaines du scrutin. Un scénario peu probable tant les écologistes ont pour habitude de réussir aux élections européennes. Quoi qu'il en soit, la liste LREM qui doit dévoiler son programme pour les européennes d'ici à jeudi devrait présenter des propositions très écologistes. Des propositions pour pallier les manques des équipes Macron en la matière depuis maintenant 2 ans. Et on part à présent avec Floriane Janin pour l'actualité en bref. Avis de tuberculose sur l'île de France alors que la maladie avait quasiment disparu des radars. Voilà qu'elle fait son grand retour dans la région parisienne. Entre 2015 et 2017, Santé publique France a observé une hausse de 10% des cas signalés. Une période qui coïncide avec l'arrivée massive de clandestins en France. L'organisme public indique que les populations concernées par cette augmentation sont celles souffrant le plus de précarité et de promiscuité, notamment les personnes nées à l'étranger, en hébergement collectif ou sans domicile fixe et celles arrivées récemment en France. Le Conseil d'État prend fait et cause pour les vaccins. Lundi, la plus haute juridiction administrative française a rejeté les 2 requêtes déposées par des collectifs de citoyens sur les vaccins obligatoires. La première requête critiquait le principe même du passage de 3 à 11 vaccins obligatoires décidé par le ministre de la Santé Agnès Buzyn et la seconde dénonçait notamment la présence d'adjuvants à l'aluminium dans les préparations. Pour justifier son rejet, le Conseil d'État s'est réfugié derrière des considérations de santé publique et l'absence de rapport sur des liens de causalité entre les adjuvants aluminiques et une maladie auto-immune. Un peu facile lorsque l'on sait qu'aucune nouvelle étude n'a été entreprise sur la question après un rapport rappelant la nécessité de financer des travaux sur les adjuvants aluminiques pour en savoir plus sur ce qui se passe chez l'homme.
Capharnaüm à Istanbul. Lundi, l'autorité électorale a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin municipal dans la capitale économique turque après une demande du parti du président Recep Tayyip Erdogan. L'AKP qui contestait la victoire de l'opposition lors des élections de fin mars. Le maire dont l'élection est invalidée par cette décision, Ekrem İmamoğlu, a dénoncé une trahison et s'est engagé à ne jamais abandonner. Le nouveau scrutin se tiendra le 23 juin. Et un homme blanc de plus de 50 ans en moins sur le service public. Après Julien Lepers, Patrick Sébastien ou encore David Pujadas, Thierry Beccaro a annoncé lundi son départ de France Télévisions. L'animateur de Motus va abandonner la présentation du célèbre jeu après 29 ans de bons et loyaux services. Thierry Beccaro va également arrêter la présentation de Télématin, dont il est l'animateur remplaçant pour le moment. Son remplaçant n'est pas connu, mais nul doute que le profil sera bien différent de celui de Thierry Beccaro. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, Éric Froment nous présente sa biographie de Jules Ferry. Dans un premier temps, Jules Ferry a légué une école qui était devenue théoriquement laïque et en réalité athée, mais qui avait une morale qu'on a qualifiée de divers qualificatifs, morale bourgeoise, morale encore religieuse, peu importe, mais je dirais il y avait une discipline, il y avait un respect du maître, c'était une morale aussi très patriotique à l'époque. Et aujourd'hui, je ne sais pas très bien ce qu'il en reste. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un admirateur de Jules Ferry, mais qui dit aussi « Ils ont tué l'école de Jules Ferry ». Parce que depuis, eh bien, cette discipline a disparu, ce patriotisme a disparu, ce respect du maître et de l'instruction proprement dite a disparu. Il n'est plus resté qu'une formation, je dirais, idéologique. Et ce soir également, dans votre programme, un nouvel épisode de La Petite Histoire. Si je vous dis guerre de sécession, normalement, vous pensez États-Unis, guerre entre le Nord et le Sud, esclavage, Gettysburg, Lincoln, Grant, Lee, bref, vous pensez à des thèmes liés à la guerre de sécession américaine, quoi, normal. Ce à quoi on pense moins au sujet de cette guerre, c'est à l'aspect maritime. Bon, ok, c'est avant tout un conflit continental, mais il s'est passé des choses intéressantes et décisives sur les mers, notamment l'apparition des premiers cuirassés qui ont révolutionné le combat naval. Et ce à quoi on pense encore moins quand on parle de la guerre de sécession, c'est à la ville de Cherbourg. Là, vous avez envie de me dire, bah oui, pourquoi on penserait à Cherbourg? Abruti. Et bah en dehors du fait que abruti c'était peut-être un peu en trop, c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis vous retrouverez également Passé Présent. Philippe Conrad retrace la vie du roi Henri II, fils de François Ier, et Catherine Gourin fait son grand retour. Elle nous conte l'histoire du criminel en série Diogo Alves, surnommé le tueur de l'aqueduc. Et puis tout de suite, évidemment, vous retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et quant à nous, c'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Quand on regarde les débats à la télévision d'une oreille un peu distraite pendant un bricolage quelconque, on est frappé de mesurer à quel point les commentateurs parisiens sont gênés lorsqu'ils ont à définir la fameuse fracture sociale. Ils ont du mal à voir où passe la ligne de démarcation, le bord de la plaque tectonique, là, et à la matérialiser. Et pourtant, même à Campagnol, on la voit passer, c'est vous dire, il suffit de mener une enquête discrète qui commence par exemple au bar Café Loto, dont je vous disais il y a 2 ans déjà que c'était un trop petit café pour qu'il intéresse la Française des Jeux, ce qui fait que l'affiliation au réseau de détaillants Française des Jeux a pris un certain temps, mais finalement, il y a 6 mois, notre café est devenu un point d'enregistrement du Loto, non sans certaines réticences au départ, m'a dit le patron, mais pas de son fait, la Société Française des Jeux ne croyait pas vraiment à la rentabilité du point de vente. Or, après 6 mois, quand on compare à des établissements comparables dans les 3 villes voisines,
eu égard à la population, notre café est systématiquement en tête, ce qui veut dire, hélas, que la ligne de démarcation entre la France des gens aisés et des gens mal à l'aise passe par chez nous. Pour parler plus directement, il y a une paupérisation. Il est rare de voir un retraité à 3 000 € par mois remplir 5 grilles de loto tous les 3 jours, mais comme il y a plutôt chez nous des pensions de moins de 1 000, eh bien le loto fait le plein à Campagnole. Pas parce que les gens ont besoin de rêver, comme dit la Française des Jeux, en tout cas pas de palmier et de voyage. S'ils rêvent, c'est de pouvoir remplacer leur machine à laver ou leur voiture. Alors si vous continuez à mener l'enquête sur le tracé de la ligne de démarcation, je l'ai repéré, cette ligne, là, en bas de chez moi, le long de la rue principale, où devant la mairie alternent les voitures de vrais campagnolais, c'est-à-dire pour la moitié d'entre elles des Renault Express de 10 ans d'âge, des berlingots souillés et rouillés, des 306 et d'autres voitures qui, elles, sont marquées du logo discret du Conseil général, de la communauté de communes ou encore pire des eaux et forêts, des sociétés d'approvisionnement en eau potable, par exemple, l'assainissement. Et là, c'est véritablement une débauche de 4x4, de voitures hautes, de vitres discrètement fumées, de tableaux de bord équipés d'un GPS gros comme une télévision, qui toutes sont achetées tantôt sur budget public, tantôt sur budget privé alimenté par des contrats juteux avec le public. Et il sort de ces carrosses beiges métallisées toute une humanité qui n'est pas très différente de celle des ministères à Paris. Des gens autour de 35 ans, des femmes surtout, diplômées, genre pète sec, avec des dossiers sous le bras, des femmes qui ont un peu de mal à marcher en talons hauts sur les pavés disjoints et qui sont visiblement excédées de devoir expliquer régulièrement ce qu'elles fabriquent avec votre argent sous prétexte que c'est la loi. Et quand vous assistez à l'une de ces réunions qu'ils appellent publiques, mais du bout des lèvres pour éviter que trop de gens fassent preuve de curiosité, quand vous vous asseyez à 20h30 sur une chaise en plastique pour écouter ce qu'elles ont à dire, ces dames, vous avez l'impression de tout comprendre après coup à ces histoires de grand débat national, parce que jamais, pendant le grand débat, vous n'avez assisté aux mêmes scènes que chez nous, quand un pauvre type qui ne s'en sort pas commence ses phrases par « c'est bien joli tout ça, mais généralement, ce genre d'entrée en matière veut dire qu'il va être question de choses désagréables comme les fins de mois, la sottise de l'URSSAF, la multiplicité des normes en matière d'hygiène, de traçabilité, de construction, etc. » Et le soir où j'ai pris la température, lors de l'une de ces réunions, Gustave, qui m'accompagnait, a carrément plombé l'ambiance en demandant à la jeune femme qui venait nous parler de territoire « Attendez madame, là, vous venez de dire que ce que vous nous présentez n'est pas négociable, donc si j'ai bien compris, ça veut dire que nous allons tous obéir à vos préceptes, là, qui sont tombés pour la plupart des directives européennes. Mais j'aimerais que vous nous disiez, puisqu'il y a un représentant de la presse et quelqu'un qui filme avec son téléphone, si madame, désolé, c'est légal, c'est une réunion publique, non, il n'arrêtera pas. J'aimerais que vous nous disiez comment vous serez en mesure de nous imposer ce que vous avez mis en place, puisque pour des choses aussi simples que la nécessité de rouler avec un permis de conduire, vous n'êtes plus capable de l'imposer à 700 000 personnes en France, qui d'ailleurs ne sont pas assurés non plus. Donc je voulais vous demander pendant combien de temps vous croyez que vous allez pouvoir courir comme ça de réunion en réunion comme un canard sans tête. Et alors là, la fille a demandé qu'on expulse Gustave et qu'on consigne ce qu'il venait de dire comme susceptible de lui valoir des poursuites. Alors avant de partir de son plein gré, Gustave a dit « Un canard sans tête n'est en mesure de poursuivre personne, madame. Il finit à la broche avec des olives. » Et là, elle a demandé à ce qu'on consigne l'expression « à la broche » comme une offense sexiste. Et Gustave s'attend donc à être convoqué à la gendarmerie d'un jour à l'autre. J'allais oublier, la ligne de démarcation traverse souvent les cours des gendarmeries. Abonnez-vous, ça devient un acte de résistance. Merci. Depuis plusieurs semaines, le soleil se lève sur une cathédrale Notre-Dame dévastée, gisant désormais à ciel ouvert après le terrible incendie qui s'est déclenché dans ses combles. Le choc est à la hauteur de la magnificence de l'édifice et les réactions internationales du plus humble visiteur au plus illustre chef d'État sont impressionnantes par leur ampleur et par leur émotion. Nul autre monument dans le monde n'est susceptible de créer un tel effet dans autant de pays, témoignant de l'incroyable force spirituelle de Notre-Dame et par ricochet de la France chrétienne.
On se retrousse les manches et l'on prépare l'après. Et parallèlement, l'on assiste à un gigantesque concours de déclarations aussi stupides que scandaleuses. Il y a ceux qui, à l'image du procureur de Paris, décrètent avant même le début de l'enquête que l'incendie est forcément accidentel, ce que dément publiquement à la télévision l'ancien architecte de Notre-Dame, ayant travaillé pendant 13 ans à réorganiser intégralement le système de protection incendie de la cathédrale. Il y a ceux qui, à l'image de certains cadres de l'UNEF, se réjouissent de voir une église en flammes. Et ne nous leurrons pas, ceux qui se moquent en public ou applaudissent en secret cette atteinte terrible au cœur de la chrétienté ne sont pas des cas isolés, tant s'en faut. L'incendie de Notre-Dame porte à son paroxysme le sentiment d'urgence qui doit être le nôtre devant la multiplication ces derniers mois des actes de vandalisme, destruction, mépris et blasphème qui ont frappé calvaires, modeste église de campagne et édifices plus prestigieux. Il est vrai que l'ancien président de la Conférence des évêques, Monseigneur Pontier, déclarait récemment, contre toute évidence et dans le plus pur style du mensonge assumé, qu'il n'y avait pas d'acte christianophobe en France. Il y a ceux qui nous expliquent qu'on ne va pas tuer de pauvres petits arbres innocents pour reconstruire la charpente et qu'il vaut mieux sauver la planète que sauver Notre-Dame. D'ailleurs, le pape François recevait en grande pompe, juste avant Pâques, la très jeune, la très stupide, la très inculte Greta Thunberg, militante de l'apocalypse climatique, qui, du haut de ses 14 ans mal assumés, devenait ainsi pour le monde un mélange d'Einstein et de Marie Curie. Après l'incendie de la cathédrale, recevoir une telle foldinguette était évidemment une priorité pour le pape pendant la Semaine sainte. Il y a également ceux qui vitupèrent contre les grandes fortunes de France qui se sont mobilisés pour financer la restauration à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Parlant d'une privatisation de la cathédrale, ils oublient que l'édifice appartient à l'État, on peut toujours augmenter les impôts pour le reconstruire, mais il vaut peut-être mieux qu'il y ait de généreux mécènes, dont certains, qui plus est, ont renoncé à leurs avantages fiscaux. Est-ce un crime d'aimer le patrimoine et de vouloir y consacrer son argent? Il y a enfin ceux qui, Édouard Philippe en tête, se sentent obligés de souiller la beauté des siècles par une injonction de modernité. Quelle idée que ce concours international d'architectes pour rebâtir la flèche. Notre-Dame aussi aurait droit à sa pyramide de verre? Et le même Édouard Philippe, dans la logique du « plus stupide que moi tu meurs », osait déclarer récemment que Notre-Dame de Paris n'était pas une cathédrale, mais un bien commun. À ce niveau de déclaration imbécile, l'on n'a plus qu'une seule idée en tête, s'enfermer définitivement dans la Grande Chartreuse. Soyons précis, une reconstruction à la Jeff Skoont nous guette. Un moyen bien commode pour mettre en avant aux yeux du monde entier l'utopie macronienne et pour évacuer au passage les saintes reliques enchâssées dans la flèche de Viollet-le-Duc. Espérons que l'archevêque de Paris saura se montrer ferme sur ce point. Pour conclure, une petite note d'optimisme. Heureusement, il y a aussi ceux qui, à cette occasion, redécouvrent comme une évidence l'identité chrétienne de la France, à l'image de Fabrice Lucchini, touché au cœur par les vers de Péguy qu'il prononçait devant son public après l'incendie. Je cite « Le texte de Charles Péguy et sa passion chrétienne nous ont plongés dans une communion dont je ne mesurais pas la puissance. Notre-Dame de Paris, c'est un symbole d'Occident. Même si l'on n'est pas chrétien, même si nous ne sommes plus chrétiens, la France est chrétienne, c'est un fait. Une fois n'est pas coutume, puisse Lucchini être prophète en son pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.